Bonjour et bienvenue à tous. Notre invité du jour répond au nom de Charles Emmanuel de l'association Rencontre avec le Tiers-Monde. Au menu de ce numéro, la question relative à l'accueil et à l'accompagnement des migrants et demandeurs d'asile. Charles Emmanuel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Présentez-nous votre association en vous présentant. Alors moi je suis un des 3 co-responsables de l'association Rencontre avec le Tiers-Monde qui a 39 ans. Elle a été créée en 1986. Maintenant on ne dit plus Rencontre avec le Tiers-Monde, on dit RTM parce que le mot Tiers-Monde s'est un peu usé au cours des décennies précédentes et ne veut plus dire la même chose. En 85, après les décolonisations, le Tiers-Monde c'était pas les pauvres, c'était la troisième partie du monde, dans le même sens que le tiers-État au moment de la Révolution. C'est-à-dire ceux qui avaient des droits qui n'étaient pas assouvis. Donc le mot tiers-monde, il était demandeur de droits. Et puis maintenant, dans l'esprit des gens, le mot tiers-monde, il est devenu les pauvres, les gens de besoin. Oui, mais aujourd'hui, vous dites RTM. Ça signifie quoi? C'est les initiales de Rencontre avec le Tiers-Monde, tout simplement. Dites-nous, quel est l'objectif Quels sont les objectifs, bien sûr, de cette association? Quand on a créé Rencontre avec le Tiers-Monde, c'était après quelques 2-3 ans de collectif Tiers-Monde informel à Draguignan, où tous les gens qui avaient œuvré suite aux décolonisations ont mis en commun leur documentation, leurs abonnements, pour que l'information soit faite dans le public, pour montrer que le tiers-monde est actif, qu'il est vivant, qu'il est pluriel, qu'il est parmi nous, et que ce n'est pas des êtres de besoin qui nécessitent l'aide de l'Occident. Ils ont besoin du respect. Quelles sont les activités que vous menez au sein du RTM ou les activités phares du RTM? Alors, peut-être dire d'abord pourquoi on s'appelle Rencontre avec le Tiers-Monde. Rencontre avec le Tiers-Monde, c'est le nom qu'on avait donné à une grande opération en 84-85, une centaine de spectacles et de conférences dans toute la région PACA, avec une centaine d'associations qui ressemblent aux nôtres. Donc le nom qui avait été donné, on avait eu une subvention importante de la région, juste avant qu'elle ne change de bord. Et ce nom, Rencontre avec le Tiers-Monde, c'était justement montrer qu'en région PACA, il y avait un tiers-monde actif, vivant, pluriel. Et donc ça a été un très grand succès. Il y a une centaine d'événements dans toute la région. Et à la fin, donc nous on faisait partie de ce collectif régional Tiers-Monde. Et à la fin, donc à Draguignan, quand on a créé l'association, on a récupéré et le logo et le nom. Je reviens sur vos activités. Alors nos activités, elles sont très diverses. Elles sont d'abord montrer que l'information est consubstantielle au changement. Il ne peut pas y avoir de changement sans information. Donc il faut soit la trouver, soit la récolter, soit la créer. Donc on fabrique un certain nombre de documents. Des documents qui sont soit humoristiques, soit des documents de synthèse. Donc ça, c'est une partie importante de notre travail. Et ça, on le fait en lien avec un réseau qui s'appelle Ritimo, avec 70 lieux comme le nôtre en France. On en parlera bientôt. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des animations scolaires, en collège, en école, en collège et en lycée. Là, actuellement, surtout en lycée. Donc, ça peut être à partir de jeux de simulation, ça peut être à partir d'expositions. On fait tous les ans un festival de cinéma avec alimentaire, donc aussi bien dans des maisons de retraite que dans des collèges, que dans des associations. Donc on passe des films qui ont été choisis nationalement pour montrer que la faim n'est pas un problème de manque de nourriture, mais c'est un problème de dysfonctionnement de notre monde. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On fait aussi des formations. Donc on en reparlera sur les migrants, mais on fait des formations
sur la législation, sur le droit des migrants. On fait aussi ce qu'on appelle un ciné-soupe tous les mois à l'usine de la Redonne. Donc un ciné-débat autour d'un film qui parle des enjeux internationaux ou des scandales internationaux ou des belles choses internationales. Voilà. Depuis 2017, votre association s'investit à l'accueil et à l'accompagnement des migrants et demandeurs d'asile. Parlez-nous du collectif Migrants Varest. Voilà. Alors, tout en continuant ce qu'on fait, en 2017, l'ASTI, qui était financé par la préfecture et le département sur Draguignan, Brignoles et Fréjus, a fait faillite. C'était eux qui s'occupaient du premier accueil des migrants et des Chibani, des retraités migrants. Donc, quand cette association a fait faillite et sa mission de service public s'est arrêtée, beaucoup de gens se sont retournés vers nous parce que nous, on était considérés dans le coin comme les droits de l'homiste. Et on a organisé avec l'usine de la Redonne, dans le cadre pour faire découvrir que les migrants faisaient partie de notre monde, on a organisé une semaine migration en 2017, en janvier 2017. Et à partir de là, les gens nous ont demandé. Et petit à petit, on est devenu le fil rouge téléphonique des services sociaux. On est devenu l'accueil des gens en fracture sociale, en fracture administrative, en fracture numérique, puisque depuis cette période-là a été mis en place un système, l'administration numérique pour les étrangers en France, du ministère de l'Intérieur, qui est complètement dysfonctionnel et pour lesquels les gens sont incapables de s'en sortir tout seuls. Voilà. Alors, donc, pour répondre à ces demandes, on a mis en place une permanence, y compris pendant le Covid, pour aider tous ces gens en fracture avec la France. De façon concrète, vous disposez des hébergements ou comment ça se fait l'accueil, puisqu'on a parlé d'accueil et accompagnement. Est-ce que vous disposez des logements ou comment ça se fait? Alors, on ne dispose de rien du tout. On a ce local qui nous est fourni par la mairie depuis très longtemps, depuis toujours. Depuis qu'on existe, on a un local municipal qui correspond à une subvention en nature d'environ 6 000 €. Mais les seules choses dont on dispose, c'est d'un réseau. Et quand on a besoin de quelque chose, on le trouve. Donc là, ces dernières années, on a pu loger une dizaine de familles. Mais simplement, on lance un appel et dans ces environ 500 personnes qui forment ce réseau informel Migrants Varest, on arrive toujours à trouver une solution pour l'hébergement. Un hébergement temporaire ou un hébergement plus long. Et puis, ce collectif informel Migrants Varest, qui est géré par RTM, il y a plein de groupes dans le Haut-Var, Solidarité, Faïence Solidaire, Escale, Salerne. Il y a plein de groupes qui font des choses et pour lesquels on est un peu le référent juridique. Et ces groupes-là, soit ils nous envoient des gens qui cherchent, soit c'est eux qui vont nous trouver des logements. Voilà. Quand on cherche de quoi aménager un logement, il suffit qu'on envoie un message à ces 500 personnes, on cherche une table, on cherche un lit, en quelques jours, on l'a. Très bien. Et s'agissant de l'accompagnement juridique, comment cela se fait? L'accompagnement juridique, bon, la France a fait une quarantaine de lois depuis la libération, depuis 1945, plus de 20 lois ces dernières années. Chaque nouveau ministre de l'Intérieur qui arrive fait sa loi sur l'immigration. Et c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus stigmatisant.
et ça change très fréquemment. Les décrets d'application, les circulaires. Là, vous avez la circulaire Retailleau qui est sortie le 23 janvier et qui remplaçait la circulaire Valls de 85. Vous avez la loi Darmanin qui est sortie en janvier 2024. Bon, ça, c'est les dernières lois, les derniers textes sur lesquels on doit réagir. C'est-à-dire que ces textes ont pour but de stigmatiser la migration et de faire en sorte, avec la loi Darmanin, qu'un migrant en situation régulière est devenu un délinquant. Comment vous accompagnez les migrants avec toute cette panoplie de lois? D'abord, nous, on sait et on se tient au courant. Il y a une veille permanente et aussi sur la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un texte n'est pas toujours appliqué par les juges comme il a été voté. Donc c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Les gens qui viennent nous voir, c'est pour plein de raisons possibles. Ça peut être pour la naturalisation. Ça peut être pour les gens qui sont déboutés du droit d'asile. Ça peut être pour faire des premières demandes de titre de séjour. Donc les premières demandes, c'est environ 25% des gens qui viennent nous voir. Ça peut être pour des renouvellements. C'est environ 20% des gens qui viennent nous voir. Ça peut être pour des documents de circulation des enfants mineurs, des étrangers mineurs, des enfants étrangers mineurs. Puisque un étranger qui a des enfants en France et qui a une carte de séjour, qui est en situation régulière, si ces enfants vont au pays il leur faut un DCEM pour pouvoir refranchir la frontière. Sinon, il faut qu'ils redemandent un visa. Il y a aussi 5% des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont eu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ou une IRTF, une interdiction de retour sur le territoire français. Dans la plupart des cas, ces OQTF ou ces IRTF peuvent être contestés. Parce que fréquemment, c'est parce que la préfecture leur a demandé des papiers supplémentaires, mais ne les a pas joints à l'adresse où ils étaient, parce qu'ils ne savaient pas qu'un étranger qui change d'adresse doit signaler son changement d'adresse. Donc il y a une partie des OQTF. Bon, quelqu'un qui a une OQTF parce qu'il a été condamné pour violence conjugale, bon, on ne va pas se battre pour lui, mais on va quand même lui donner les informations sur la législation. Donc il y a aussi pas mal de gens qui sont en attente de titre de séjour, qui ont fait un dossier et qui vont attendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans que leur dossier soit traité. Et en attendant, ils ont un récépissé qui leur permet d'être légalement en France. Ce récépissé, il faut le renouveler tous les 3 mois. Donc il y a aussi des gens qui viennent pour qu'on les aide à redemander ce récépissé. Il y a toutes les réunifications familiales. Les réunifications familiales, c'est quand un réfugié, protégé par la Convention de Genève, donc protection internationale, veut faire venir sa famille qui, elle, n'a pas pu les suivre dans la fuite pour obtenir la demande d'asile. La réunification, c'est un droit, mais c'est très compliqué. Donc il faut qu'on explique aux réfugiés, aux protégés, comment faire la réunification et comment obtenir le visa de réunification. Après, les migrants, je dirais normaux, ceux qui ont des cartes de séjour parce qu'ils travaillent en France ou parce qu'ils sont là depuis longtemps en France, ils peuvent faire des regroupements familiales. Là, c'est tout un dossier à faire à l'OFII, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est assez compliqué aussi. Il faut donc expliquer aux gens comment ça fonctionne, leur donner les documents, télécharger les documents et leur expliquer comment le faire. Il y a une fracture numérique qui n'est pas que chez les Français. Toutes les personnes qui sont présentes dans notre pays sont en fracture numérique parce que c'est trop compliqué. Vu d'en haut, ça a été fait pour simplifier, mais ça ne marche pas toujours et c'est très compliqué. Alors, on a aussi donc les gens qui ont des problèmes de visa, parce qu'il y a des gens qui n'obtiennent pas le visa, parce que suspicion d'immigration dissimulée, ou
le passeport et l'acte de naissance n'ont pas la même orthographe. Bah oui, mais il y a dans plein de pays, c'est pas la même orthographe. Il y a les titres de séjour conjoints de français, parce que les Français qui se marient avec des étrangères, c'est tout aussi un parcours du combattant pour obtenir un titre de séjour pour leur conjointe ou pour leur conjoint, parce qu'il y a l'inverse aussi. Il y a les autorisations provisoires de séjour pour les étrangers malades, hein, ou pour les Ukrainiens. Hein, et il y a aussi toutes les femmes étrangères venues en France justement avec des gens qui sont allés chercher de la chair fraîche à l'étranger et dont le mari français s'est lassé et qui exercent une violence conjugale et qui, en se disant comme ça, on va la renvoyer. Et ces femmes-là ont droit à une protection particulière. Et donc, il y a quand même une proportion importante de femmes dans ce cas-là qu'on assiste. Depuis 2017, oui. À peu près combien de personnes frappent à votre porte pour tout ce que vous venez de citer? Il y a environ 3000 personnes par an, par téléphone, par courriel. Et vous êtes à quel taux de réussite? C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, toutes les personnes qui viennent par ici ont soit une solution, soit une stratégie de contournement. Là, depuis le 8 janvier, on a fermé pendant les vacances de Noël. Depuis le 8 janvier, on a eu 611 visiteurs, hein, qui nous sont envoyés par différents services. Sur ces 611, il y en a 103 qui nous ont été envoyés par des assistantes sociales du département. Hein. Il y en a 90, il y en a 15 qui ont été envoyés par France Service. Il y en a 42 qui ont été envoyés par la mission locale. Il y en a 13 qui ont été envoyés par le point justice de Fréjus ou de Draguignan. Donc, on est officiellement un point de connaissance et de ressources sur le droit des étrangers. Ce que vous faites, c'est moyennant quoi? Est-ce que notre engagement. Les demandeurs débouchent quelque chose? Non, non. Le problème, c'est que ces demandeurs, le demandeur d'asile ou le migrant que certains continuent à appeler économique, alors qu'il a fui le réchauffement climatique et la dictature dans son pays ou la guerre dans son pays, il a déjà payé le passeur, il a déjà payé les différentes cartes pour traverser l'Italie, etc. Ici, c'est gratuit. Est-ce qu'on peut avoir une idée des profils des gens qui frappent à votre porte? Oui, ben c'est ça. Il y a les demandeurs d'asile en recours. Donc, la demande d'asile, ça se fait en deux temps. Ça peut marcher en un seul coup. Donc, à l'OFPRA, un entretien à l'OFPRA, d'abord un dossier où on doit mettre toutes les preuves qui justifient l'application de la Convention de Genève. Donc, est-ce qu'il a fui son pays pour des raisons politiques? Est-ce qu'il a fui son pays parce que il y a pour raisons sexuelles, parce qu'il est homosexuel et que dans son pays, il y a 17 pays où l'homosexualité est punie de la peine de mort. Hein. Ou est-ce qu'il est dans un pays où il y a une ethnie qui est tourmentée ou combattue, ou est-ce que, je ne me souviens plus, donc sexuelle, politique, ethnique et religieuse. Par exemple, les témoins de Jéhovah dans le sud du Nigeria, c'est la mort. Donc, tous ces gens-là, ils vont demander l'asile. Mais ils ne l'ont pas préparé comme le bac. Bon, un journaliste qui demande l'asile, il a un bagage, il a des documents, il a des éléments, c'est facile. C'est facile. Donc à l'OFPRA, il va présenter tout ça, il a des chances d'obtenir l'asile. Si là, ça ne marche pas, il peut aller à la CNDA, donc la Commission nationale du droit d'asile,
et qui là est gouverné par des juges. Et ces juges vont demander des pièces supplémentaires. Et en fin de parcours, si on ne lui donne pas l'asile, eh ben, il est débouté du droit d'asile, sauf si on lui a donné la protection subsidiaire. Si les différentes commissions sont persuadées que là, il va se faire tuer quand il rentre, on peut lui donner la protection subsidiaire. Mais ça, ce n'est pas la Convention de Genève. Donc, une fois qu'il est débouté du droit d'asile, ou alors une fois qu'il est débouté de l'OFPRA, première étape, il va nous demander de l'aide pour son scénario en CNDA. Alors, nous, on fait des simulations ici. C'est-à-dire, on prend le costume du juge, mais on est très dur. C'est-à-dire, c'est une simulation. La personne, elle peut se mettre à pleurer dedans. On prévient au départ. Attention, tu sais que ça va être dur, et on va être aussi dur que, peut-être même plus dur pour t'exercer que les gens auxquels tu vas être confronté. Et c'est efficace une fois sur deux. Un élément relatif à la sensibilisation, parce que vous avez parlé de production d'ouvrages, de sensibilisation, d'information. Récemment, vous étiez à la projection d'un film, Moi Capitaine, oui, réalisé par Matteo oui. Garonne. Est-ce que vous êtes partie prenante de la réalisation de ces films ou... Alors, on n'est pas partie prenante de la réalisation de ce film-là. J'en parlerai d'autres films après. Moi, Capitaine, on a travaillé avec la médiathèque pendant toute l'année sur les migrations, sur les chemins d'exil. On a donc travaillé dans des lycées avec des jeux de simulation sur les différents parcours d'exil. Et ensuite, on nous a demandé si on pouvait animer une séance de cinéma avec Moi Capitaine et 250 lycéens de Draguignan et des environs. Donc il y avait une salle avec 250 lycéens et on a animé le débat, parce que ce film, il est à la fois très beau, très dur, mais bien en deçà de ce que les mineurs non accompagnés ont vécu. Quand un mineur non accompagné vous dit eh ben nous, on a réussi à traverser la Libye sans trop de problèmes parce qu'on avait une fille avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est passée à la casserole à chaque étape. Donc, Moi Capitaine, c'est à la fois dur, mais c'est un peu gentil. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué aux jeunes. Toujours sur Moi Capitaine, par exemple. À la fin, j'ai demandé aux enfants, aux adolescents qui étaient présents, il y en avait 250, levez le doigt ceux qui ont un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent d'origine étrangère. Les 2/3 de la salle ont levé le doigt. Ça prouve que notre société est le résultat d'un mélange avec plein d'autres sociétés. Arrière-grands-parents d'origine étrangère, la majorité, plus de la moitié des gens, sont dans ce cas-là. Moi-même, j'ai un grand-père qui vient d'Iran et un arrière-grand-père qui vient de Libye. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis un Français comme les autres. Et si on demande dans les rues, on va s'apercevoir de ça. Tous les gens qui sont en I ou en O dans la région, il faut savoir que la région a accueilli pendant le fascisme italien ceux qui fuyaient la misère et le fascisme. Et que le racisme s'est exprimé à cette période-là dans les rues de Provence, y compris par des ratonnades contre les immigrés italiens. Revenons au film. Alors, les autres films auxquels on a collaboré. Exactement. Donc, en 2019, on a collaboré avec Iritsina, donc un film sur l'action non violente pour le climat. Et on nous a demandé, les réalisateurs et producteurs du film nous ont demandé de nous charger du dossier pédagogique. Donc on a fait la filmographie, la bibliographie, l'outigraphie de ce film.
Donc si vous tapez Ritimo Iritsina, vous tombez sur le dossier de ce film. On a fait aussi ça en 2021 avec un film qui s'appelle Le Dernier Refuge et qui raconte la migration des gens à travers le Sahara avec les passeurs. Et Le Dernier Refuge, c'est une maison au Niger qui est le dernier lieu avant le désert. Et c'est une maison qui a été installée par des prêtres qui essayent de débriefer les gens qui veulent partir et qui leur donnent des conseils éventuellement pour ne pas partir et qui leur donnent aussi des conseils s'ils veulent partir, s'ils partent. C'est-à-dire comment ne pas mourir dès les premiers jours de la traversée. Sur ces films, est-ce que vous avez pu faire la promotion au niveau des pays de départ? Alors, ce n'est pas nous qui avons fait la promotion, c'est l'équipe du film Le Dernier Refuge qui a fait des projections dans les pays de départ. Mais c'est vrai qu'actuellement, les relations avec le Niger, le Mali, le Burkina ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que on ne pourrait pas, nous, on serait considérés comme néocolonialistes d'aller donner des conseils pour ne pas partir. Alors, dans ces pays-là, il y a plein d'associations autochtones qui font ce travail-là. Et nous, notre boulot, c'est de leur donner des outils et des documents pour pouvoir faire ce travail, ou des récits d'expérience. Ritimo, qui est une association implantée sur tous les territoires nationaux. Oui. C'est quoi les activités de Ritimo? Alors, Ritimo, c'est né en 85. Donc, on fête les 40 ans de Ritimo. J'en suis un des 3 coprésidents. Hein. Le Ritimo, c'est la contraction de Réseau d'information tiers-monde. C'est-à-dire que c'est dans le cadre du Ritimo qu'on collabore et qu'on co-signe tous ces documents dont je vous ai parlé. Décrypter l'info, l'écologie, un problème de riche, le guide de survie des aventuriers d'Internet. Et le dernier qu'on a fait, donc Ritimo, répondre aux préjugés sur les migrations. Donc, parce qu'il y a énormément de préjugés, il y a énormément d'idées reçues, que ce soit sur l'immigration ou sur l'information ou sur l'écologie ou sur le reste. Donc le réseau Ritimo produit des documents, travaille sur des problématiques. Il y a 70 lieux en France, on se réunit 2 fois par an et on essaye de montrer que on n'essaye pas d'imposer une idée du monde, mais on essaye d'imposer une idée, c'est qu'en s'informant, on pourra se faire sa propre idée du monde. Avec tout ce que vous faites, vous avez des employés ou tout ce monde qui travaille fait du bénévolat? Pour Ritimo, on a une équipe de 11 personnes qu'on va devoir réduire parce que les subventions de l'Agence française de développement ont été baissées d'un tiers. Mais bon, à Draguignan, on n'a aucun employé. On n'est que des bénévoles. Donc on a une dizaine de bénévoles. Beaucoup de nos bénévoles travaillent en lien avec la fabrique, l'espace de vie sociale de Draguignan, pour l'accompagnement socio-linguistique pour les étrangers qui ont besoin d'améliorer leur connaissance de la langue et de la société. On a aussi des bénévoles qui interviennent à la frontière italienne pour apporter des vêtements, de la nourriture aux migrants qui sont coincés derrière la frontière française. On a des bénévoles dans toutes les activités de solidarité qui interviennent aussi avec nous dans les lycées, les collèges ou dans les soirées de ciné-débat. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de tous ces combats de Ritimo en passant par RTM, collectif Migrants Vares?
le bilan, il est que nous jouons notre rôle de citoyen du monde. Ça, quand on en a pris conscience, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et qu'on est contagieux. C'est-à-dire que autour de nous, beaucoup de gens comprennent cette problématique. C'est-à-dire, je dois m'informer et je dois faire ce que je peux. Ce que je peux avec ce que j'ai. On n'essaye pas de culpabiliser les gens ou de les envoyer sur des barricades ou au combat. Chacun peut faire quelque chose et c'est avec le regroupement de ces petites choses faites par chacun qu'on fait de grandes choses. Donc là, depuis 2017, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, quand je parle des migrants, qui ont eu une réponse ou une stratégie pour leur vie en France. Certains aussi, on les aide à rentrer chez eux, à obtenir l'aide au retour. Il n'y a pas qu'une seule solution. Mais donc ça représente énormément de monde, avec énormément de réussites et des échecs. Pour ce qui est du travail qu'on fait avec les établissements scolaires ou avec les ciné-débats, il y a plein de gens qui découvrent qu'un engagement est possible. Alors, il peut transformer la vie, l'engagement. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Parce que nous arrivons au thème de notre entretien. Donc, la solidarité, ce n'est pas que les migrants. Les migrants, c'est des gens comme nous. Ce qu'on avait fait en 1985 en disant le tiers-monde, il est actif, il est vivant et parmi nous, il est parmi nous, il est dans nous, puisqu'il est dans nos parents, dans nos ancêtres. Et c'est le cas de tous les Français. Donc, nous, on essaye de faire en sorte que le dernier arrivé ne ferme pas la porte aux autres. Voilà, nous arrivons au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre rendez-vous.